Bienvenue, bonjour à tous, voici les titres de ce journal. 32e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Le président de la République, Alassane Ouattara, a présenté et expliqué hier son rapport d'activité portant sur le suivi de la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'UA. Le chef de l'État ivoirien a exhorté ses pairs à se l'approprier. Dans cette édition également, nous irons à Grand Bassam, dans la région sud de la Côte d'Ivoire, où 50 experts en droits de l'homme séjournent actuellement. Ils réfléchissent sur la stratégie pour réglementer le secteur de l'éducation privée en Afrique. Enfin, en Espagne, un procès historique retransmis aujourd'hui en direct à la télévision. 12 indépendantistes jugés pour leur rôle dans la tentative de sécession de la Catalogne. Merci de nous suivre. Le 32e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine s'est donc achevé hier à Addis Abeba, en Éthiopie. Cette rencontre consacrée à la question des réfugiés, rapatriés et autres personnes déplacées a également fait le point sur la réforme institutionnelle de l'UA, la zone de libre-échange et l'agenda 2063. Au terme des travaux, le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté la capitale éthiopienne pour Paris en France, où il va avoir des entretiens avec son homologue français Emmanuel Macron le vendredi 15 février prochain. Ce 32e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine a été très fructueux. Propos du président de la République, Alassane Ouattara, à l'issue des travaux. Nous l'écoutons. Ce sommet a été très fructueux. Nous avions deux grands événements. Nous avons eu le MAEP, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Ça s'est très bien passé. La Côte d'Ivoire a été félicitée et nous-mêmes, nous considérons que c'est un événement important pour notre pays et nous espérons diffuser cette information de bonne performance de la Côte d'Ivoire et des résultats exceptionnels qui ont été reconnus par tous les pays africains. Et bien sûr, il faut que ce soit rendu public. Alors maintenant, sur l'agenda 2063, c'est une preuve de confiance aussi. C'est parce que nous avons de bonnes performances que l'Union africaine nous a confié le projet de voir l'Afrique dans un demi-siècle. Bon, évidemment, ce n'est pas une tâche facile. L'Afrique, c'est 55 pays. Il faut donc voir un peu selon les régions, selon la taille des pays, selon les ressources des pays. Mais nous avons donné un canevas et une programmation. Et je pense que les pays doivent essayer d'harmoniser les plans de développement pour les intégrer dans le plan des Nations Unies de 2030 et ensuite par dizaines d'années pour qu'on aille jusqu'en 2063. C'est ce que la Côte d'Ivoire fait et tous pensent que la Côte d'Ivoire est le pays qui peut montrer le chemin et nous comptons donc honorer cette confiance de notre Union continentale. Fin donc des travaux du 32e sommet ordinaire de l'Union africaine. La journée d'hier a été consacrée à la présentation des rapports des leaders sur des projets structurants du continent. Le président de la République, Alassane Ouattara, a ainsi expliqué son rapport d'activité portant sur le suivi de la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'UA. Les détails avec Awa Touré. Le président de la République, Alassane Ouattara, champion du suivi de la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine, a présenté son premier rapport à la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Ce rapport d'étape fait d'abord le point sur les progrès réalisés depuis son adoption. Il est encourageant d'observer que 40 des 55 États membres de l'Union ont intégré l'agenda 2063 dans leur document de planification nationale. En ce qui concerne le suivi opérationnel, un cadre harmonisé de suivi et d'évaluation des agendas 2063 et 2030 a été adopté par la Commission de l'Union africaine et les Nations unies. Par ailleurs, 14 projets phares ont été identifiés, dont la mise en œuvre devrait permettre d'une part de créer de nouvelles opportunités d'emploi et d'autre part de promouvoir le commerce et les investissements transfrontaliers.
Dans ce cadre, plusieurs chefs d'État ont été désignés champions pour accompagner la réalisation de certains de ces projets, notamment la zone de libre-échange continentale africaine, le protocole établissant la libre circulation des personnes et le passeport africain, et le réseau électronique panafricain. En matière de progrès économique et social, l'Afrique a enregistré des performances remarquables au cours de la dernière décennie, avec une croissance économique moyenne de 4,5% par an. Parallèlement, le PIB par habitant s'est accru de 1,6% sur la période. L'agenda 2063 étant un cadre commun pour une croissance inclusive et un développement durable pour l'Afrique sur une période de 50 ans, est confronté à de nombreux défis. D'abord, l'appropriation nationale, dont le niveau, je dois avouer, n'est pas encore suffisant. En deuxième lieu, le faible niveau de coordination entre les acteurs, notamment les commissions économiques régionales, la Commission de l'Union africaine et les autres organes. Troisièmement, la faiblesse des capacités des acteurs dans la plupart des États membres, notamment en matière de statistiques, de planification et de suivi-évaluation. Instrument stratégique pour le développement du continent, l'agenda 2063 de l'Union africaine offre de nouvelles perspectives. Le renforcement de la synergie d'action entre champions à travers le partage d'expériences, le renforcement de la coordination des acteurs clés, Commission de l'Union africaine, NEPAD, CEA, BAD, PNUD, équipe du champion, impliqués tous dans la mise en œuvre et le suivi de l'agenda 2063. L'accélération de l'appropriation de l'agenda 2063 par les États membres, ainsi que son institutionnalisation et son intégration dans les législations et dans les plans nationaux de développement. Plusieurs rapports pays ont été présentés au cours de cette session, notamment le rapport sur la zone de libre-échange, le marché unique pour le transport aérien, la lutte contre la corruption. Et en marge du 32e sommet ordinaire de l'Union africaine, le chef de l'État ivoirien a accordé ses audiences. Alassane Ouattara a eu des entretiens avec le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi. A noter également le tête-à-tête entre le président ivoirien et son homologue malgache, Andry Rajoelina. Le nouveau président de Madagascar, Andry Rajoelina, au 32e sommet de l'Union africaine pour sa première sortie internationale. En marge de cette rencontre de haut niveau, il a échangé avec le président de la République, Alassane Ouattara, sur des questions liées au développement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et Madagascar. Oui, déjà pour remercier son Excellence, Monsieur le Président, d'avoir dépêché en fait des envoyés spéciaux pour l'investiture qui s'est déroulée à Antananarive. Et également, lors de notre rencontre, je me souviens très bien, en 2012, aux Nations Unies, son Excellence, Monsieur le Président, m'a bien conseillé sur les démarches à suivre. Et je suis venu ici pour le remercier personnellement et également pour renforcer aussi les liens et la coopération entre la Côte d'Ivoire et Madagascar même. Comme la Côte d'Ivoire est le premier exportateur mondial de cacao, et puis je me suis dit il faut échanger le savoir-faire et augmenter aussi la capacité de production de cacao à Madagascar. L'Union africaine ayant déclaré 2019 année des réfugiés, le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés est venu présenter au chef de l'État la situation des réfugiés et apatrides en Afrique. Nous avons bien sûr fait référence à la situation en Côte d'Ivoire, qui a été un pays exemplaire du point de vue de la création de conditions pour que les réfugiés puissent rentrer. Il y en a presque tous sont rentrés. Il y a un petit nombre qui reste dans les pays voisins. On va trouver des solutions pour ces personnes également, mais aussi dans le traitement des déplacés internes et de l'apatridie. La Côte d'Ivoire a vraiment été un exemple
en Afrique. Et je tenais à voir le président pour la deuxième fois. On s'est vu ici il y a quelques années pour le remercier. Notons que 90% des 300 000 réfugiés ivoiriens sont déjà rentrés, selon la direction d'aide et assistance aux réfugiés et apatrides du ministère des Affaires étrangères. Un reportage de Awa Touré. En Côte d'Ivoire, où en sont les travaux d'implémentation du projet de reconnaissance faciale et de paiement? Des responsables de l'ANEC, géant industriel japonais de l'informatique et de la communication, ont séjourné récemment dans le pays. Objectif, suivre l'évolution du projet. La délégation nippone a ainsi visité le VITIB, village des technologies de l'information et de la biotechnologie, dans la commune de Grand Bassam. Les précisions de Jean-Luc Bango. Contrôler l'accès au bâtiment à travers la reconnaissance faciale ou effectuer des paiements sans contact grâce à la technologie NFC. Des solutions avec lesquelles les Ivoiriens devront se familiariser dans les prochains mois grâce à un partenariat entre un groupe japonais spécialisé dans les technologies de pointe et une entreprise ivoirienne. Lieu d'implémentation de ce projet, le VITIB à Grand Bassam. Il y a 2 sites qui ont été, où justement cette technologie a été installée. Et ces 2 sites sont fonctionnels, donc on est très heureux de ce résultat. Nous en avons profité pour leur montrer nos nouvelles installations. Ce bâtiment symbolise un peu la qualité minimum requise pour les infrastructures attendues dans notre parc technologique. Et nous espérons que la technologie que NEC et son partenaire VIPNet ont développée pourra aussi être installée dans ce nouveau bâtiment-là. En charge de la mise en œuvre de ce projet, l'entreprise ivoirienne VIPNet. La visite que ses responsables ont effectuée au VITIB avec le partenaire japonais a permis d'évaluer l'évolution de ce projet. On est ensemble ici dans le cadre d'un partenariat qu'on a initié il y a 3 ans et justement à notre initiative de vouloir déployer ces technologies-là sur la Côte d'Ivoire. Le VITIB sera la première plateforme qui sera équipée de cette technologie. Nous sommes en pilote sur d'autres clients que je ne peux pas citer, mais qui sont des clients assez, je l'ai dit, importants et qui ont adhéré aussi à cette technologie. Entre visite des sites pilotes et évaluation de la mise en œuvre du projet, les partenaires japonais et ivoiriens ont pu approfondir le lien en vue d'un développement optimal de ces solutions innovantes. Un tout autre sujet à présent, le projet des logements socio-économiques s'étend aux Ivoiriens de la diaspora. 500 maisons vont ainsi être construites en faveur des femmes ivoiriennes résidant à l'extérieur du pays. Ce projet est issu du protocole d'accord signé entre la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire et la Fédération des femmes de la diaspora en France. On en parle avec Cheikh Koné. C'est avec des acclamations que s'est scellé cet accord de partenariat entre la Chambre nationale de promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire, CNPCC, et l'Union interfédérale des associations féminines et des Ivoiriennes de France. Une bonne nouvelle qui permettra la sortie de terre de 500 logements pour le compte de cette diaspora ivoirienne. Aujourd'hui, c'est un rêve qui est en train de se réaliser parce qu'on a commencé à travailler sur ce projet il y a 2 ans de cela. Pour nous, ce n'était pas réalisable. Plusieurs femmes ont été grugées venant en Côte d'Ivoire par les parents, par les amis, par d'autres promoteurs. Donc on a décidé de se mettre ensemble, de venir solliciter un opérateur et puis de mettre un projet en place pour que toutes les femmes, à travers la fédération, aient accès à l'immobilier en Côte d'Ivoire. Plusieurs mécanismes ont été mis en place pour répondre aux exigences immobilières de l'association, selon la Chambre de constructeurs agréés. Par ailleurs, le président de la CNPCC a rappelé la disponibilité de sa structure à accompagner de tels projets. Notre objectif aujourd'hui, nous, c'est de permettre à tous ceux qui sont dans le besoin d'avoir un logement, un toit. C'est le plus important. Nous encourageons toutes les mutuelles, nous encourageons tous ceux qui sont en association de pouvoir être bien structurés. On peut même les aider à le faire pour pouvoir mettre en place un mécanisme très adéquat pour l'acquisition d'un logement. Créée en 2015, la CNPCC veut contribuer à réduire le déficit de logements en Côte d'Ivoire, un déficit estimé à environ 600 000 logements.
Un nouveau programme pour accroître la compétitivité dans le secteur agricole ivoirien. Ce projet a été lancé récemment par la Mutuelle Générale des acteurs et auxiliaires de l'agriculture. Principaux axes, la formation, l'encadrement et le financement des activités des jeunes et femmes du secteur. Les explications de Lanciné Bakayoko. La Côte d'Ivoire, premier pays producteur de cacao et de noix de cajou, ne dispose pas d'un nombre suffisant d'organismes qualifiés de formation au métier de l'agriculture. Ce programme baptisé Émergence a été mis en place pour trouver des pistes de solutions à ce problème. Nous allons déjà travailler à sillonner l'ensemble des villes de la Côte d'Ivoire. Nous avons 121 villes à sillonner durant une année où l'ensemble des populations auront à suivre des formations en culture, élevage et transformation des produits agricoles. Ces formations seront dispensées également avec des diplômes et fins de formation. Et aussi, après les formations, ils devront financer des activités. Cette formation devrait déboucher sur la professionnalisation du secteur. Il s'agit de façon spécifique d'assurer l'encadrement des jeunes et d'accélérer la modernisation de l'activité agricole. On a même pris des dispositions pour que les jeunes artisans, comme je l'appelle les jeunes artisans, puissent être encadrés et être reconnus dans leur statut qu'on appelle l'auto-entrepreneur, donc l'entrepreneur en Côte d'Ivoire. Selon l'invité des jeunes opérateurs agricoles, Anzoumana Moutaye, l'agriculture ivoirienne a encore de belles années devant elle, d'autant qu'elle constitue un gisement d'emploi. Mais il va falloir que l'État y consacre des moyens conséquents, règle la problématique de l'accès au financement et apporte des innovations. On ne peut plus faire certains métiers comme on le faisait il y a 50 ans, il faut de l'innovation. Et aujourd'hui, l'innovation dans le secteur de l'agriculture dans nos pays, c'est la maîtrise de l'eau, c'est la maîtrise de certaines technologies. Plus de 2000 jeunes ont reçu des bons de formation d'une valeur de 60 millions de francs CFA. Ils sont de plus en plus nombreux à retourner à la terre. Selon la Caisse nationale de prévoyance sociale, en Côte d'Ivoire, environ 20 000 accidentés du travail ont fait ce choix. Mais pourquoi tentent-ils leur chance à la campagne? Cette activité est-elle lucrative? On en parle avec Eugène Atoubé. À 6 km d'Ara, dans la région du Moronou, le village d'Assikro, que l'on trouve avant Bonanoué, porte d'entrée dans la région de Lamé. Assikro, bien connu des automobilistes et des usagers de l'axe Kotobi-Bonanoué, pour son marché de vivriers toujours bien fourni en produits, accueille une forte délégation de la Fédération ivoirienne des accidentés de travail et malades professionnels pour la prévention et le progrès, Fiat 3MP. Dans ce village, la Fiat 3MP exploite une parcelle de 13 hectares, dont la totalité est consacrée à la culture de la banane plantée de contre-saison. Nous avons pu, à travers le canal de la Nader, permettre à la fédération d'avoir des variétés telles que les cornes et quelques fraîches, voilà, qui ont été mises en place. Et donc, c'est des variétés dont le rendement varie entre 15 et 30 tonnes à l'hectare. Nous avons commencé à Nguinou, où nous avons fait de la tomate. C'est la suite prépondérante des projets de réinsertion socio-professionnelle des accidentés du travail. Après Nguinou, nous sommes allés à Agboville, où nous avons fait 6 hectares de manioc et 1 hectare de bananes. Régulièrement, les membres de cette fédération y viennent pour contrôler et suivre le travail. Dans cette plantation que les responsables de la CNPS, invités aussi à Assikro, découvrent pour la première fois, les premiers rejets de bananes y ont été plantés à la mi-mars de cette année. Et pour ce qui est vu, en termes d'évolution de cette plantation, les responsables de la Fiat M3P et de la CNPS ne cachent pas leur fierté. Le projet est apprécié de tous face à la forte demande en bananes plantées à laquelle la région doit faire face. Vraiment, on fait commerce des bananes. Il y a longtemps, on est dedans. On va loin pour aller payer. Comme ils ont fait aussi tout près ici, s'ils nous arrangent, on va venir payer. Le travail qu'ils sont venus faire, moi, ça me plaît. Parce qu'au fait, ça nous donne le courage de travailler. Parce que quand c'est comme ça, ils coupent aussi pour venir vendre. Quand nous aussi, on voit l'argent qu'ils vont prendre, vraiment, ça nous arrange. Donc, ça nous permet de travailler aussi. Donc, c'est une très bonne chose qu'ils sont venus faire pour nous.
Dans leur champ, les membres de la Fédération des accidentés de travail ont reçu, lors d'une visite, les encouragements et le soutien des autorités administratives d'Ara, représentées par le sous-préfet. Yao Kofi Michel a gardé un souvenir de sa visite en plantant un rejet de bananes. Quand on ne travaille plus, les revenus s'amenuisent. J'ai connu de la CNPS. Les rentes qu'on vous donne, bon, ça ne peut pas suffire. Et là, le courage que vous avez, j'ai déjà initié ces projets. C'est vraiment un exemple à suivre. En Côte d'Ivoire, la Caisse nationale de prévoyance sociale, qui est la CNPS, a dans ses tests la réinsertion socio-professionnelle. Les accidentés que nous nous sommes mis ensemble pour montrer la voie à notre institution, la CNPS, pour lui dire que nous sommes des accidentés, nous voulons être réinsérés de façon sociale. Et c'est ce projet que nous avons entamé pour montrer à l'institution que nous sommes organisés et qu'elle vienne nous aider pour qu'on puisse multiplier ce genre de projets dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. Puisque à la CNPS, nous sommes près de 20 000 accidentés de travail. Ce n'était pas une sinécure pour la Fiat M3P d'obtenir 13 hectares de terres cultivables dans une région où la pression foncière est très forte du fait de l'inclination des populations à l'agriculture et la fertilité des sols. Honneur à cet homme, Alou Klabé, grand planteur et propriétaire terrien à Ara, qui, sans condition, a légué une partie de son patrimoine foncier pour soutenir le projet de relèvement économique des membres de la Fédération des accidentés de travail. Nous avions aujourd'hui 13 hectares de bananes plantains ici. Aujourd'hui, c'est l'un de nos régimes que nous avions coupé. Je pense bien que d'ici 3 mois, nous allons commencer la récolte. Il y a encore 10 hectares à côté. Ceux-là, après avoir fini ça, ils commencent là. Pour partir, tout c'est pour eux. Ça va, j'ai plus que 100 hectares ici. Tout est pour moi. Je n'ai pas de frontières avec limite. La plantation d'acicro de la Fiat M3P devrait entrer en production dès le mois de juin 2019. Elle va renforcer l'offre de bananes plantains dans la région d'Ara, grosse productrice de vivriers. C'est un symbole de défi, mais encore l'illustration de la volonté des accidentés de travail et malades professionnels de valoriser le travail de la terre comme moyen de relèvement économique. Direction le centre du pays, les populations de la région de Gbeke et du Bélier ont reçu récemment la visite du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Il s'agissait pour Aka Awele d'expliquer en détail le contenu du programme social gouvernemental annoncé le 31 décembre dernier par le président de la République, Alassane Ouattara. C'est un reportage de Charles Tatou de RTI Bouaké. Tournée d'explications à l'intérieur du pays. À travers celle-ci, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique se prépare donc pour une contribution significative de son département ministériel au succès du programme social annoncé par le président de la République, Alassane Ouattara. Bouaké, chef-lieu de région de Gbeke, le CHU, de la localité à l'honneur. Pour avoir une idée claire sur le fonctionnement, Dr Aka Awele a visité tous les services qui composent ce centre hospitalier et universitaire. Le ministère de la Santé est au cœur de la mise en œuvre de ce programme social gouvernemental. Couplé à cela, il y aura bientôt le démarrage de la couverture maladie universelle, qui est une occasion rêvée pour permettre aux couches les plus vulnérables de la population de pouvoir avoir accès à des soins de santé. Kapsu Tiebissou, localité de la région du Bélier. Ici, le fonctionnement de l'hôpital général donne satisfaction. Aka Awele a salué publiquement le travail consciencieux du personnel de la santé malgré l'insuffisance des moyens. Yamoussoukro a bouclé la première journée de la tournée d'explication. Dans cette localité, même message sur le programme social. Le ministre a également assuré de la disponibilité du gouvernement à accélérer les travaux de réfection du CHR. Pour Aka Awele, il est prévu un important investissement dans le domaine de la santé.
investissement estimé à plus de 833 milliards de francs CFA. Dans l'attente, il a demandé également à ce personnel de donner le meilleur de lui-même, ne serait-ce que par amour pour leur prochain, pour que la santé en Côte d'Ivoire présente une image humaine. Après le Gbeke et le Bélier, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique mettra le cap sur la Maraoué et le Tonki. Il faut réglementer le secteur de l'éducation privée en Afrique. 50 experts en droits de l'homme séjournent actuellement à Grand-Bassam, dans le sud du pays. Ils doivent produire un document de référence sur le droit à l'éducation. Sephora Zegui. Nombre croissant d'écoles privées, frais de scolarité élevés, éducation de moindre qualité, inaccessibilité à l'école pour les ménages à faible revenu. Des indicateurs qui sont au centre des discussions des principes d'Abidjan, des échanges au cours desquels ces 50 experts venus des 5 continents vont finaliser un document pour permettre aux États de réguler l'enseignement dans le secteur privé. L'étude menée par les syndicats ivoiriens, membres de l'International de l'éducation et du réseau ivoirien pour la promotion de l'éducation pour tous, révèle malheureusement qu'il y a plus d'écoles privées en Côte d'Ivoire que d'écoles publiques. En effet, au niveau du primaire, nous avons 46% d'écoles qui sont privées. Au niveau du secondaire général, nous avons 70% d'écoles privées. Et au niveau du supérieur, plus de 90% d'écoles qui sont privées. Alors face à ce tableau peu reluisant, notre devoir, État, société civile, institutions financières nationales et internationales, partenaires techniques financiers, est de contribuer chacun, en fonction de ses responsabilités, à offrir à tous une éducation publique de qualité et accessible, indépendamment du contexte politique, économique et social. L'État entend prendre une part active à cette concertation. L'État de Côte d'Ivoire entend jouer sa partition pour faire droit à l'équité dans la promotion du droit à une éducation de qualité pour tous et à la poursuite de sa politique de régulation de l'intervention du secteur privé dans le domaine de l'éducation-formation. À l'issue de ces rencontres, des résolutions seront adoptées. Elles vont constituer un outil pratique pour les États et décideurs politiques. On faisait le point avec Sephora Zegui et Issa Yeo. Culture, c'est parti pour l'édition 2019 du Popo Carnaval de Beaunois. Cette 39e édition a été lancée récemment à la Bibliothèque nationale du Plateau. À noter quelques innovations, notamment la journée des classes d'âge, le Popo Diaspora et l'hommage aux travailleurs. On en parle avec Issa Yeo. Sont des tam-tams et des pas de danse pour valoriser la culture abourée. Nous sommes au cœur du plateau, précisément à la Bibliothèque nationale, au lancement de la 39e édition du Popo Carnaval de Beaunois, localité située à 50 km d'Abidjan, dans le sud-est de la Côte d'Ivoire. Pour cette édition, de nombreuses innovations sont annoncées. Il faut dire qu'il y aura d'abord une journée dédiée à la classe d'âge, ensuite il y aura une journée de la diaspora, ensuite il y aura aussi le Popo Théâtre. Nous allons mettre en place une troupe théâtrale qui va porter le nom de notre artiste, Adje Daniel. Et il y aura aussi le Popo du riz. Festival annuel, le Popo Carnaval célèbre la culture abourée dans toute sa diversité et prône l'union entre les différents peuples vivant à Beaunois. Cette année, un accent particulier est mis sur la cohésion sociale dans la cité de l'Anana. Oui, Beaunois est situé à un endroit qui est un carrefour. C'est un passage inévitable pour toutes les personnes qui veulent se rendre au-delà de Beaunois, c'est-à-dire à Boisseau et autres. Donc, Beaunois se doit d'avoir tous les ingrédients nécessaires pour pouvoir accueillir un tant soit peu les personnes qui désirent s'y arrêter. Le Sud Comoé, c'est au kilomètre carré, chaque fois vous avez un roi. Pouvoir rassembler tous les rois dans un seul royaume, ce n'est pas évident. Mais une fête de génération, comme le Popo Carnaval, qui sort effectivement de fête des ignames, est une chose essentielle pour nous. Il y a du contenu et nous partageons cela avec tous les Ivoiriens. C'est un événement de rassemblement. J'estime qu'il était important que j'apporte ma modeste contribution
à mon niveau pour la réussite de cet événement dont la réputation a aujourd'hui dépassé les frontières de la Côte d'Ivoire. Le Popo Carnaval 2019 est prévu du 22 avril au 5 mai à Bonois. Pour cette édition, nos organisateurs attendent 1 million de visiteurs. En Espagne, ouverture aujourd'hui d'un procès historique. L'audience de 12 accusés, dont l'ancien vice-président de Catalogne et des ministres régionaux, s'ouvre pour 3 mois. Ils sont jugés pour leur rôle dans la tentative de sécession de la Catalogne en octobre 2017. Merci de nous avoir suivis.